Le nouvel esprit public, Jean-Louis Bourlanges, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée à une réflexion sur la mémoire et sur l'oubli et pour laquelle nous recevons David Riffe. David Riffe, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons et vous avez publié un éloge de l'oubli, La mémoire collective et ses pièges. Vous l'avez publié aux éditions Premier Parallèle. Et quand je dis nous vous recevons, nous, c'est Nathalie Sartoulaju, rédactrice en chef adjointe des études, Jean-Louis Bourlanges, que vous avez déjà entendu, qui est député des Hauts-de-Seine, et François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. David Riffe, vous êtes grand reporter et essayiste. Vous avez été témoin des grands conflits des années 90 de l'Afrique aux Balkans en tant que journaliste ou en travaillant pour des ONG comme Human Rights Watch. Vous avez notamment publié un livre sur votre mère, Susan Sontag, intitulé « Mort d'une inconsolée », livre que vous avez publié en 2008. Aujourd'hui, critique des guerres humanitaires, vous publiez donc un éloge de l'oubli, La mémoire collective et ses pièges, je l'ai dit, aux éditions Premier Parallèle, un livre qui met en exergue les contradictions intrinsèques à la remémoration collective et les ambiguïtés latentes résidant précisément dans ces actions commémoratives. Nous avons récemment en France connu un débat assez vif autour de la nécessité ou au contraire l'obscénité de commémorer le souvenir de Charles Maurras, les uns soutenant que son antisémitisme devait le rejeter de la mémoire collective, les autres disant que si on ne se souvient pas de ce qui a eu lieu, on est condamné à le revivre. Vous défendez dans votre livre la capacité de résilience qu'est l'oubli, vous en faites d'ailleurs autant un tabou qu'un échappatoire émancipateur. Bref, vous prenez l'éloge de l'oubli dans un monde hypermnésique, éloge de l'oubli qui éviterait, selon vous, de vivre une culture de la plainte étouffante. Pour vous interroger, donc, je l'ai dit, nous sommes réunis ici aujourd'hui et je donne d'abord la parole à Nathalie Sartoulaju. Bien d'abord, je dois dire que votre livre, je l'ai trouvé incroyablement passionnant. Au début, je le trouvais, et je le trouve, je crois, toujours très provocateur. J'ai aimé ce point de vue décalé depuis les États-Unis. Et puis, j'ai trouvé qu'il était subtil. Il était subtil parce que je pense que c'est pas un éloge de l'oubli contre la mémoire. Finalement. Mais c'est un éloge de l'oubli contre certains usages de la mémoire dont vous révélez, vous analysez les pièges. Alors, j'étais pas toujours certaine d'être d'accord avec vous, mais justement, je me suis dit, c'est formidable, c'est stimulant, toujours quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. Et puis, ce qui m'a intriguée, c'est qu'au fur et à mesure, vous me retourniez, vous arriviez à me convaincre. Mais je crois que c'est un livre qui, de toute façon, va faire débat. Et donc, parce que certains aspects me paraissent effectivement discutables. Et c'est bien de pouvoir vous entendre à ce propos. Alors, notamment, je me dis que, si vous mettez bien en valeur toutes les ambivalences, toutes les ambiguïtés des devoirs de mémoire et de la culture mémorielle, il me semble que peut-être vous passez un petit peu vite sur les ambivalences de l'oubli. À trop faire l'éloge de l'oubli, on se dit, quand même, c'est vrai que l'oubli est nécessaire, il est inévitable, une certaine dose d'oubli est nécessaire. Et la manière dont vous le présentez, justement, que je trouve passionnante, c'est-à-dire il faut pouvoir oublier pour se souvenir. Je pense que c'est ça. Vous présentez, on a l'habitude de percevoir l'oubli comme un ennemi de la mémoire. Or là, on voit bien que c'est une composante de la mémoire. Et en cela, je trouve que votre livre est fort. Mais du coup, je me suis interrogée sur sur ces ambivalences-là de l'oubli. Il
il y a un oubli qui certes permet de rester vivant, notamment après des grandes tragédies. C'est vrai pour des individus, c'est vrai aussi pour les collectivités, mais il y a un oubli qui est destructeur. Et est-ce qu'un individu peut se construire en décrétant que son passé, qu'on tourne la page? Est-ce qu'on peut tourner la page? Est-ce qu'il y a un décret d'oubli? Est-ce que l'oubli peut s'imposer à une société? David Riffe. Mais bien sûr, il y avait un décret prenant l'oubli, c'était l'édit de Nantes. Pour commencer, c'était précisément la première phrase de l'édit de Nantes fut on vous ordonne d'oublier. Et je crois finalement que, bien sûr, c'était pas un camp, Henri IV. Il savait très bien que les gens n'allaient pas oublier dans le sens strict du mot. Et il prenait, par contre, si j'ai bien compris l'édit de Nantes, il est possible que j'ai mal compris, il prenait le silence public. Et dans ce sens, quand moi je parle de l'oubli, je parle de la nécessité, dans des cas spécifiques, de silence public. Et là, bien sûr, il y a un grand... je suis absolument d'accord avec vous que l'oubli a son propre... implique ses propres exactions, disons, que finalement, il y a un prix pour l'oubli. Si vous prenez l'exemple classique de l'oubli en ce moment, dans la politique européenne, par exemple, c'est l'Irlande du Nord. Il y avait pas de vainqueur ni de vaincu dans cette guerre. Ils ont finalement décidé, dans un sens, après l'accord de paix, simplement de rester dans les protestants et les républicains dans leurs propres opinions, leur propre mémoire, mais publiquement de maintenir une certaine silence. Et c'est dans ce contexte que moi, je parle de l'oubli. Bien sûr, tout sera oublié éventuellement, mais c'est une autre question, peut-être une question métaphysique, mais pas si intéressante que ça. Mais par contre, je crois que finalement, le problème pour moi, c'est moins la mémoire en telle que mémoire, sinon la sacralisation de la mémoire. Et moi, je trouve que maintenant, on est dans une logique où vraiment il y a... c'est un acte moral, la mémoire, et immoral, l'oubli. Et là, je trouve beaucoup trop simple pour les réalités de notre monde. Mais bien sûr, l'oubli, les exactions de l'oubli sont grandes. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est un exercice extrêmement stimulant auquel vous nous conviez et sur lequel je suis profondément partagé, parce que je crois absolument comme vous que la commémoration est sélective et abusive. Que effectivement, être nationaliste, ça consiste à se raconter une histoire fausse et à penser du mal de ses voisins. Donc c'est quand même assez mauvais. En même temps, je pense que il y a pas de la mémoire et l'oubli, c'est la même chose, puisque c'est une sélection. Et en réalité, on est amené, quand on considère notre passé, on est amené à pratiquer cette espèce de mélange de choses dont on ne veut pas se rappeler, qu'on ne veut pas se rappeler, et de choses qu'on veut exalter. Et la mémoire d'un peuple, c'est fait de ce mélange sélectif de souvenirs exaltés et de mauvaises légendes oubliées. Et je trouve quand même assez précieux qu'on garde plutôt le meilleur. Par exemple, on a célébré Colbert, et puis maintenant on dit non, Colbert c'est pas possible, c'est le code noir. C'est donc c'est vrai que c'est le code noir, mais alors là on peut replonger le code noir, on doit considérer qu'à l'époque, dans une époque déterminée, c'était plutôt vaguement protecteur des personnes concernées, alors que quand on lit le code noir, c'est absolument abominable de voir ce qui s'y lit. Donc j'ai un rapport très
très compliqué parce que je pense qu'on ne peut pas vivre sans ce mélange de mémoire et d'oubli. Alors, ça, c'est ma perplexité. En revanche, je trouve qu'il faut... je reste quand même extrêmement inquiet sur l'amnésie de nos sociétés. Je reste vraiment marqué par les analyses d'Hannah Arendt dans Between Past and Future, là où elle montre que le présent est devenu une espèce de brèche, c'est le mot qu'elle emploie, de brèche qui est coupée simultanément du passé et de l'avenir. Or, il est évident que le présent, ça n'existe pas puisque ça passe et elle montre, elle cite 3 auteurs, si je me rappelle bien. Elle cite Tocqueville, évidemment, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'homme s'avance dans les ténèbres. Elle cite René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Alors là, je suis assez d'accord. Il faut pas trop qu'il y ait de testament. Le testament, c'est nous qui l'inventons. Et elle cite également, et ça c'est beaucoup plus intéressant, Kafka, dans lequel elle montre que Kafka analyse que le passé, que l'homme est soumis à 2 démons, l'avenir et le passé, enfin deux forces, et évidemment l'avenir le repousse dans le passé, et le passé le projette vers l'avenir. C'est donc une inversion. Et je crois quand même que la volonté de se situer dans une histoire, c'est quelque chose d'essentiel. Et alors, je suis très, très hostile au roman national. Je crois que quand je vois ces députés, le roman national, c'est pas le droit au souvenir, c'est le droit au mensonge, c'est le droit à des tas de choses, à masquer ce qui nous plaît pas de façon consciente, systématique. En revanche, j'estime que je trouve qu'on a absolument besoin de savoir, mais scientifiquement, méthodiquement, objectivement, rigoureusement, d'où on vient. Quand j'entends Madame Ségolène Royal dire à un moment « l'histoire de France commence en 1789 », je frémis. Parce que il est évident que c'est pas du tout ça, et ça veut pas dire qu'on va faire l'éloge du régime de Louis XIV pour autant. C'est pas ça la question. Mais donc je suis très hostile à l'histoire commémoration telle qu'elle est, enfin en tout cas non. En plus, je dis quelque chose de faux là. Je suis pour la commémoration des vertus, des héroïsmes, la dette morale, le sacrifice, les anciens combattants qui ont donné leur vie. Tout ça doit être exalté. Je suis très hostile à l'histoire qui organise, à la mémoire qui organise des inimitiés fondamentales et généralement travesties. Mais je pense que c'est un travail immense que nous devons faire sur nous-mêmes que de savoir d'où nous venons. C'est un travail qui s'assimile à la psychanalyse. Connaître ce que nous avons été pour être mieux. Pour faire mieux. C'est très confus ce que je dis, je reconnais. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un approfondissement du débat. Écoutez, pour moi, il y a un problème là-dedans. C'est que, au moins, moi, je crois que la mémoire historique n'est pas mémoire. C'est une métaphore pour les usages, bons ou mauvais, de l'histoire par nous, les vivants. Et ça change, bien sûr, de siècle en siècle, de régime en régime. Ça c'est inévitable. Se plaindre de ça, c'est comme se plaindre de la pluie ou quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais comment réconcilier bien sûr, si on parlait disons, de la mémoire dans le sens de Renan, la mémoire comme une sorte, sinon glorification, au moins une sorte de création de solidarité à base du passé héroïque, du pays. Mais tout pays a ses tragédies. Par exemple, vous dites à juste titre, par exemple, qu'en France, on peut honorer la mémoire des soldats tombés dans la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'on fait en Allemagne, par exemple? C'est beaucoup plus compliqué parce que vous, ici en France, vous avez, à juste titre, le sentiment que ces soldats sont morts pour quelque chose de bien. Tandis qu'en Allemagne, il n'y a que, si on commémore, par exemple, les souffrances des soldats à Stalingrad, il faut aussi, c'est dans le contexte
du fait que ces soldats ont combattu pour quelque chose d'abominable. Et là, c'est pour ça que vraiment, moi, je plaide le cas par cas. Bien sûr, c'est pas que la mémoire que je veux remplacer, je veux substituer pour la grande phrase de Santayana, ceux qui ne s'en souviennent pas du passé seront condamnés à le répéter, pour remplacer la mémoire dans sa phrase avec l'oubli. Au contraire, il y a beaucoup de cas où la mémoire, c'est vraiment ce qu'il faut prôner. Mais j'insiste qu'au moins dans certaines circonstances, il faut au moins, si on peut désacraliser la mémoire, repenser, si vous voulez, l'oubli. Qu'il y a une relation intime entre l'oubli et la mémoire, bien sûr. Je suis absolument d'accord avec vous deux, en fait. Mais il y a aussi, pour moi, je dois dire, le problème, enfin, l'aspect, disons, utopique de la mémoire. Parce que, comme vous le savez mieux que moi, maintenant, il y a deux versions de la mémoire. En France et dans beaucoup de mon propre pays, les États-Unis, on a vu ça avec les monuments, le débat au sujet des monuments aux soldats confédérés, aux généraux confédérés, dans les derniers 2 ans. Mais il y a, disons, première version, la version rénaniste, c'est-à-dire la gloire de la nation. Et maintenant, il y a l'autre version, la concurrente, c'est la mémoire victimaire. Non? Et là, je crois qu'on arrive à des situations dans lesquelles il faut avoir une certaine... moi, je parle pour moi-même. Il faut avoir un certain scepticisme envers les usages de la mémoire. Mon ami Todorov, que je crois que vous avez tous connu, on a discuté beaucoup de ce livre avant sa mort. Il était dans les grandes lignes pas d'accord avec moi, bien sûr. Mais dans un cas, je crois l'avoir convaincu. Alors moi, j'ai un peu changé. Je devrais publier les mails qu'on a changés à un moment ou autre. Il m'a dit, je vois qu'il y a un problème avec cette idée de Todorov et d'autres d'ailleurs, de Margalit, de Ricoeur, etc., du bon usage et de l'abus de la mémoire. Avec quelle légitimité va-t-on distinguer entre les deux? Et c'est dans ce contexte que vraiment, je crois qu'il faut repenser l'oubli. François Bujon de l'Étang. Monsieur Rif, j'ai lu votre livre avec énormément d'intérêt. Il est très stimulant et il bouscule souvent des idées reçues ou communément acceptées. Il est parfois très déroutant aussi. Et il y a des moments où j'ai eu l'impression qu'au fond, le titre était trompeur puisque vous faisiez davantage le procès de la mémoire que l'éloge de l'oubli, en réalité. Et puis, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'en dis une ou deux, simplement, qui me viennent spontanément à l'esprit, qui ont été les premières à me venir à l'esprit. La première, c'est la mémoire. La mémoire, effectivement, elle est au centre de tout. Elle est à peu près incontournable. Et elle l'est particulièrement dans nos sociétés aujourd'hui, où il y a tant de désarroi sur le thème identitaire. Ce n'est pas propre à la France, c'est vrai dans énormément de pays. Il n'y a qu'à suivre le débat en Pologne, par exemple, en ce moment, sur la responsabilité des Polonais dans les crimes antisémites nazis. Ce débat est très intéressant, très, très éclairant. Donc, la mémoire est indispensable et au fond, beaucoup de gens ont besoin de s'y raccrocher. Elle est un élément de leur identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Ce sont des questions qui sont, me semble-t-il, tout à fait légitimes. Alors, vous dites que vous vous opposez, à juste titre, à la sacralisation de la mémoire, mais surtout, vous avez quelques pages très fortes dans votre livre sur l'instrumentalisation de la mémoire, qui est probablement un péril beaucoup plus grand que celui de la sacralisation. On peut modifier, on peut toujours effacer Trotsky d'une photo du Politburo, si vous voulez, et recréer une réalité à sa convenance. Je viens de trouver, en regardant, justement, en préparant cette émission et en relisant Pierre Nora et la présentation qu'il faisait des lieux de mémoire, une phrase de lui que je trouve très intéressante et sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. Il dit que la tâche de l'historien
est de refabriquer pour les hommes d'aujourd'hui une mémoire habitable à la mesure de l'avenir qu'ils ont à dessiner. Et cette notion de mémoire habitable me paraît extrêmement intéressante, parce que ce n'est pas forcément l'instrumentalisation de la mémoire, mais c'est un élément, je pense, de confort indispensable aux hommes d'aujourd'hui. Alors à ceci vous opposez l'oubli, et vous esquissez à la fin, mais vous ne faites qu'esquisser, une petite dialectique entre l'oubli et le pardon, qui ne sont pas du tout la même chose. Et au fond, vous me donnez l'impression par moments, plutôt que de prôner l'oubli, qui est très très difficile, qui ne peut qu'être sélectif, comme on vient de le dire, et qui est une autre instrumentalisation de la mémoire, dans une autre forme, le pardon, lui, il existe. Et quelquefois, la réconciliation, elle existe aussi sur le dos de la mémoire. Quand M. Mitterrand et le chancelier Kohl se donnent la main à Verdun, c'est une réconciliation, c'est le contraire de l'oubli. C'est une espèce de sacralisation du pardon. Alors voilà, sur tous ces sujets, je suis très intéressé à vous entendre. David Riffe. Oui, et pour commencer, bien sûr, comme je disais il y a quelques minutes, j'avais pas l'idée dans ce livre de remplacer les simplifications de Santayana avec les miennes. C'est-à-dire l'idée que l'oubli soit clé à la paix ou, je sais pas, à la solidarité, bien sûr, ce serait ridicule d'insister, de dire ça. Mais par contre, vous citez, et c'est bien sûr un grand moment dans l'histoire moderne de l'Europe, ce geste, enfin cette décision de la part du chancelier allemand, du président français, de mettre fin, enfin précisément de sacraliser, et je dis ça en termes négatifs, le pardon, enfin la réconciliation, si vous voulez. Mais là, je suis pas en désaccord. Je trouve que en Europe, au moins en Europe de l'Ouest, on pourrait, comme vous avez dit à juste titre, parler de la Pologne ou de la Hongrie, c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans les pays démocratiques de l'Europe, depuis 1945, on a eu un effort extraordinaire de réconciliation. Un grand succès moral, pas seulement politique, mais moral, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les lieux où il n'y a pas de possibilité de cet ordre? Et c'est plutôt dans ces cas que je demande si l'oubli et aussi où le pardon me paraît peu probable. Bien sûr, tout peut se passer dans l'histoire. Moi qui ai fréquenté l'Irlande depuis ma jeunesse, j'aurais jamais cru en 1994, quand on a vu qu'on allait arriver à une paix, au moins une trêve. Je n'ai pas cru, parce que j'ai vécu les 30 ans de cette guerre, et j'ai cru, c'est comme on pense maintenant du Moyen-Orient, ou d'Israël-Palestine au moins, que ça va durer, qui sait, combien de générations. Mais bien sûr, comme disait Galilée, et pour 6 mois, je suis bien sûr très conscient de ça. Mais quand je regarde les lieux ou les pays ou les contextes où vraiment je ne vois pas de contexte probable pour la réconciliation ni pour le pardon, c'est en ce moment que l'oubli, dans ce sens bien sûr du silence public, me paraît au moins une possibilité. Le pardon coûte cher. Il n'y a pas toutes les sociétés qui puissent y arriver. Alors, dans votre... François Bujon de l'Étang l'a souligné, dans votre livre, vous parlez de la sacralisation de la mémoire. Il y a aussi la religion de la mémoire dans le sens étymologique du mot, la mémoire qui pourrait relier les gens entre eux. Mais il y a aussi quelque chose qui relève sans doute de la critique que vous faites, qui est le cléricalisme de la mémoire. Et au fond, une sorte de professionnel de la profession de la mémoire, pour ne pas dire de marchands de mémoire, qui me paraissent être de plus en plus nombreux et dont il me semble que
le ressort de l'activité repose sur l'anachronisme ou sur le refus de remettre l'épisode qu'on se remémore dans son contexte. Ce qui s'est passé aux États-Unis à propos des Confédérés et de cette statue et du général Lee me paraît extrêmement... on peut dire la même chose aussi à propos de Colbert, mais sous une autre forme. Je trouve que l'exemple du général Lee est un exemple pur, si je puis dire, bien plus pur que celui de Colbert, parce que ce soir, il s'agit... Enfin bon, ne brouillons pas les pistes. Surtout quand on est libre-échangiste, on ne peut pas être colbertiste en plus. Mais est-ce que ce phénomène de la professionnalisation de la remémoration, fondée sur une utilisation plus ou moins habile de l'anachronisme, fait partie pour vous des tares, si je puis dire, des tares du souvenir, ou des tares du devoir de mémoire? Bon, de toute manière, vraiment, je ne crois pas dans la sacralisation de la mémoire, et c'est ça l'implication où je crois l'inévitable résultat de parler d'un devoir dans ce contexte laïque, si vous voulez, dans ce contexte le problème pour moi est le cas des monuments aux soldats et aux généraux confédérés dans mon pays. C'est précisément le problème, c'est qu'il y a, à mon avis, un désaccord irréconciliable entre, disons, le point de vue des Blancs du Sud, ou la grande majorité, et pour eux, bon, ces statues reviennent au sacrifice de leurs arrière-grands-parents, de leurs ancêtres, tandis que, bien sûr, pour un noir américain, c'est comme s'il y avait des monuments à Hitler. C'est très clair. Si vous lisez, par exemple, au sujet du général Lee, sa conduite en tant que maître d'esclaves, c'est horrifiant. Et donc, comment dans nos sociétés de plus en plus hétérogènes peut-on vraiment imaginer une sorte de version de l'histoire acceptée par tout le monde? C'est là, précisément, où, pour moi, l'oubli a ses charmes, disons. Parce que je vois nos sociétés hétérogènes où vraiment les mémoires incompatibles, ou bien même des situations où il faut admettre que pour un groupe, c'est le passé, événement X, c'est une tragédie, et pour groupe B, c'est quelque chose de très bien. De nouveau, je reviens aux États-Unis. L'histoire de l'immigration, pour moi, issu des Juifs de l'Europe de l'Est, bien sûr, l'arrivée de mes ancêtres aux États-Unis fut quelque chose d'extraordinaire, de miraculeuse. Tandis que pour un Cherokee ou un Sioux, bien sûr, c'était l'hécatombe. Alors, c'est ça l'histoire de nos pays. Alors, comment, dans cette situation, penser vraiment d'une sorte de solidarité collective basée sur la mémoire du passé? Nathalie Sartoulagé. Mais cela, ça vous paraît utopique, en fait, cette solidarité. Oui. Et en fait, ce que vous nous dites, puisque prenons le sous-titre, finalement, puisque le titre, Éloge de l'oubli, bon, on a vu que c'est une provocation. C'est une provocation. Absolument. Et donc, c'est vrai que dans un livre, il faut souvent regarder le sous-titre, et qui est la mémoire collective et ses pièges. Et là, je me dis, au fond, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au-delà de la critique des abus de mémoire, au fond, il y avait dans votre livre une critique de la notion même de mémoire collective. Enfin, si je vous ai bien Tout à fait. lu. Et ça m'a beaucoup intriguée. Parce qu'au fond, et là, c'est ce que
me semble-t-il, vous êtes aussi en train de dire que cette mémoire collective, c'est presque un abus de langage finalement. C'est une métaphore. Enfin, il n'y a de souvenirs il n'y a que les individus, d'une certaine manière, qui se souviennent. Et la mémoire collective, elle ne peut être que divisée entre des groupes, des communautés qui ont des souvenirs, qui ont une mémoire parfois antagoniste avec des récits qui s'affrontent. Or, il me semble en fait que c'est vrai que la mémoire collective, comme vous le dites très bien dans votre ouvrage, ça peut pas être simplement l'agrégat de mémoire individuelle. Bon, c'est quelque chose de plus complexe. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire cette mémoire collective, même si elle est difficile, parce que la conscience collective est difficile, c'est difficile de dire nous, mais après tout, c'est aussi difficile pour un individu de dire je. Si vous voyez, hein, est-ce que cette mémoire collective, parce qu'elle est plurielle, moi je trouve que on a besoin de ce cadre aussi collectif. C'est pas parce que cette mémoire collective, elle est difficile à définir qu'elle n'existe pas. Et je pense même que les individus ne se souviennent que s'ils ont s'il y a un cadre collectif. Et que moi, pour me souvenir, j'ai besoin de pouvoir partager mes souvenirs avec d'autres. Et que c'est souvent les souvenirs des autres témoins, parce c'est une mémoire partagée d'une certaine manière, et parce que on a vécu ensemble ces moments, ces épreuves, et bien finalement leur point de vue va corriger le mien, leur souvenir va revivifier les miens. Je pense que seul un individu ne peut pas se souvenir. Et quand il n'y a plus de témoins, quand les témoins disparaissent, c'est très difficile effectivement de garder la mémoire, de garder une mémoire. Donc je crois à la force de la mémoire collective. Et je crois que les individus, pour se souvenir, ont besoin de ce cadre aussi collectif, d'une part. Et d'autre part, je pense que le fait que la mémoire collective, le fait qu'elle soit divisée, qu'il y ait des récits antagonistes, je pense pas que ça soit uniquement négatif, c'est-à-dire que finalement les guerres se poursuivent à travers les guerres de mémoire, à travers des antagonismes irréconciliables qui entretiennent le ressentiment, comme vous le dites. Et là. Je pense qu'au contraire, en fait, le fait qu'il y ait des récits qui ne soient pas tous compatibles, c'est ça qui enrichit aussi la mémoire collective et qui lui permet de se corriger dans le temps, de se transformer. Voilà, donc je voulais vous interroger sur ces deux points. David Rif. Oui, c'est très important, toutes ces questions. Oui, vous m'avez bien compris dans le sens que je crois que la phrase mémoire, l'expression mémoire collective est précisément un abus de langage. Parce que moi, je ne crois qu'aux mémoires individuelles. Dans ce sens, je prends, si vous voulez, le point de vue opposé à la vôtre. Que pour moi, quand on parle de la mémoire collective, de la mémoire historique, après, disons, 3 générations, bien sûr, si on parle maintenant je sais pas, des Rohingyas, par exemple, ou en Bangladesh et Birmanie, bien sûr, on peut parler de la mémoire collective dans le sens que tous ces gens ont subi la même catastrophe. Mais quand on parle de la mémoire de la Première Guerre mondiale, on ne parle pas de la mémoire dans le même sens. J'ai un ami à Washington, un écrivain qui se focalise sur l'histoire juive, il s'appelle Leon Wieseltier. Il a écrit un essai, je crois que je cite dans le livre, sur ce qui va se passer quand le dernier prisonnier d'Auschwitz et le dernier capot et le dernier SS meurt. Et il a appelé son essai « Après l'histoire ». Et je crois que finalement, c'est autre chose. Vous évoquez la possibilité que les mémoires, peut-être pas irréconciliables, mais contradictoires dans votre sens, ou opposées, pour être un peu plus doux, puissent avoir des effets positifs à la longue terme. Et je suis absolument d'accord avec vous. Et l'exemple déjà cité de Kohl et de Mitterrand à Verdun le démontre. Mais je ne crois pas que l'histoire
se déroule à multiples vitesses, comme disait Ernst Bloch. C'est pas simplement... ce qui se passe en Europe, ou en Europe de l'Ouest, peut-être ne peut pas se passer ailleurs. Ou au moins, il y a des exemples où je vois mal comment ces mémoires vont se réconcilier. Je vous donne un exemple. Si on pourrait imaginer la paix entre Israéliens et Palestiniens, je trouve ça inimaginable, mais bon, j'aimerais bien avoir tort. Mais je ne vais pas vivre à le voir, mais bon, dans l'avenir, quelque part. On imagine cette paix, très bien, que finalement, ils se disent, comme les Irlandais ont dit, finalement, après encore des générations, Jerry Adams, le chef de Sinn Féin, a finalement dit, est-ce que mes petits-fils vont encore mener ce même combat? Et finalement, il a dit non. Et du côté protestant, c'était plus ou moins la même chose. Mais imaginons une paix, un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ils vont jamais se mettre d'accord sur le passé. Ce qu'ils vont pouvoir, à la limite, faire, c'est se mettre d'accord sur le présent et sur des espérances communes pour l'avenir. Et c'est dans ce contexte que je trouve que la mémoire soit quelque chose de, peut-être au moins, quelque chose de dangereux. François Lugeon de l'Étang. Il y a deux mots qui manquent, si j'ose dire, dans votre livre, qu'il faut dire qu'il est par ailleurs très riche, qui sont des mots un peu à la mode aujourd'hui. L'un, c'est celui de repentance, et l'autre est celui de patrimoine. Au fond, la repentance est une manie aujourd'hui. On a le tort, le grand tort, de vouloir juger le passé avec la sensibilité d'aujourd'hui. Et ceci mène, bien entendu, à des décalages et donc à une repentance souvent très facile, très généralisée, vide de sens, mais qui est en plus une manie. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et le patrimoine, c'est une notion très vaste qui englobe la mémoire, finalement. On peut soutenir que la mémoire de l'histoire, fait partie du patrimoine d'une nation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est bien sûr la thèse de Renan, dans un sens, qui a très bien compris les problèmes avec ça. Renan, c'est très subtil, son argument. Il dit, parce qu'il comprend l'oubli aussi. Renan, il le prône dans un sens. Enfin, mais la repentance, là, je suis vraiment... j'ai mes doutes, je dois vous dire. Vous n'êtes pas le seul. Je sais. Et là, mais ça soulève précisément la question de la relation entre la mémoire et l'histoire. Parce que beaucoup comme vous avez dit, je crois, monsieur Maire, le problème de l'anachronisme, surtout, entre dans toute cette question. On va, par exemple, pendant presque toute l'histoire avant le 18e, on a cru que l'esclavage fut la norme, moralement absolument acceptable. Et donc, de parler en termes historiques de l'esclavage, il faut commencer là. Tandis que la mémoire collective est précisément par sa nature anachronique, je crois. Et c'est ça le problème pour moi. Et la différence fondamentale entre la mémoire historique et l'histoire. Nora, d'ailleurs, a beaucoup parlé récemment de ça, parce que je ne le connais pas, mais vous devez le connaître. Vous me diriez si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il croit que toutes ces histoires de victimaires sont allées beaucoup trop loin. Et à mon avis, il a absolument raison. Mais quand même, il y a une différence fondamentale entre la mémoire collective et l'histoire. Et donc, quand vous évoquez le patrimoine, je me dis, mais c'est le patrimoine historique ou c'est quelque chose pour créer la solidarité
qui pourraient être anachroniques, comme par exemple tout le traitement vous avez évoqué Colbert, il y a beaucoup d'autres exemples, bien sûr, dans ce pays et dans beaucoup d'autres. Et là, je crois qu'il y a une tension entre l'idée de patrimoine et l'idée d'histoire dans le sens critique, dans le sens de Nora ou de je sais pas, de Paxton ou de je sais pas qui, enfin les grands historiens de notre époque. Moi, c'est pour ça, peut-être. Écoutez, vous connaissez, je crois que vous connaissez, certainement, vous connaissez de nom l'écrivain et l'homme politique canadien Michael Ignatieff. Et Michael, avec qui j'ai eu des débats, qui datent au début des années 90 en Croatie, on n'est pas d'accord sur maintes choses, mais quand même, j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors, il a écrit un texte sur ce livre dans le London Sunday Times, où il a dit que c'est un livre très intéressant. Il y a des choses que David Reef souligne qui sont très importantes, mais il comprend rien à la psychologie. Et dans un sens, il a raison. Et c'est peut-être là que la repentance et le pardon... il comprend rien, pardon. À la psychologie. À la psychologie. Et c'est peut-être là, et Toloff me l'a dit aussi, et c'est peut-être là, disons, l'erreur du livre, je ne suis pas certain, mais il se peut bien. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, face à votre réflexion, à votre livre, je pars d'un pas gaillard en me disant c'est assez simple. Et puis après, je m'aperçois que c'est pas du tout assez simple. L'idée assez simple, c'est de dire il faut absolument distinguer la mémoire travestissement, qu'elle soit fondée sur l'exaltation, le ressentiment, le dénigrement, qui repose sur une manipulation souvent éhontée de la réalité. On dissimule les conditions dans lesquelles on a fait la conquête de l'Algérie, par exemple. Tout un tas de choses. On travestit positivement le passé colonial de la France, ou au contraire, comme font les milieux néo-africains, on parle, on décrit la colonisation en culpabilisant, ce qui est absurde, puisque c'est une sorte de loi anti-casseur, car on serait aujourd'hui responsable, une loi anti-casseur dans le temps, de ce qu'ont fait d'autres personnes il y a quelques siècles. Alors, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir, moi, je me sens pas vraiment responsable de ce qu'a fait Colbert, Voltaire ou Fouché, puisque le grand Fouché était héritier d'une famille colonialiste, esclavagiste. Bon, tout ça, donc on voit très bien à quel point le roman national, toutes ces exaltations mémorielles, fragmentaires, etc., sont profondément inquiétantes et nocives. Et en même temps, à côté de ça, je me dis, mais c'est parfaitement légitime, et c'est même nécessaire, d'avoir une mémoire historique d'élucidation, de relativisation. On peut étudier tout, on peut par exemple, même si on est républicain, attaché à la Révolution française, décrire ce qui s'est passé en Vendée dans des conditions effroyables, avec on a des textes historiques qui sont absolument insoutenables de la part de généraux républicains. Ça, c'est bon. Même quand on est républicain, même quand on est attaché à la Révolution française, ça n'est pas du tout mauvais de lire ça, de l'intégrer, de le comprendre. Donc, c'est un travail d'analyse, en quelque sorte, au sens quasiment freudien du terme. Donc, je me dis, voilà, c'est très simple. La mémoire, mensonge, exaltation, c'est très mauvais. L'effort d'élucidation du passé, de compréhension de soi-même, c'est la condition. Même en matière de réforme, vous voulez faire des réformes, il est absolument essentiel de vous apercevoir qu'au cours des 50 années précédentes, toutes les réformes dont vous avez l'idée, je crois que M. Macron devrait y réfléchir, toutes les réformes dont vous avez l'idée aujourd'hui, en fait,
peu ou prou, on les a essayés, ça a marché, ça n'a pas marché, et donc le travail est tout à fait nécessaire. Mais quand j'ai dit ça, je suis très content, mais en vérité, je me suis menti à moi-même. Parce qu'il y a deux choses que je passe, à côté de laquelle je passe. D'abord, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, c'est que même le plus rigoureux des historiens ne pose pas des questions sur le passé qui soient étrangères à sa propre situation. On interroge le passé à partir de notre présent, des questions que nous nous posons, des interrogations morales qui sont les nôtres, des perspectives politiques que nous voulons atteindre. Et donc, il y a une part, ça c'est vraiment même c'est de la littérature de Sartre, si vous voulez. On est forcément, on interpelle, ou l'œuvre d'art vue par Malraux. On ne pose pas aux œuvres d'art du passé les mêmes questions selon qu'on est un aristocrate du XVIIIe siècle ou un universitaire aujourd'hui. C'est pas la même chose. Donc, d'une part, on est quand même ressaisi par une part de choix, de libre arbitre, enfin pas de libre arbitre, mais de pouvoir discrétionnaire en quelque sorte. Et puis, deuxièmement, il y a l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, on est obligé de reconstruire pour les enfants, pour une lecture ordonnée et nécessairement un peu arbitraire du passé. Alors, moi, je crois qu'on peut faire l'effort, on peut écrire une histoire aussi dépassionnée que possible, mais c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est la vie. Vous citiez Nora tout à l'heure. Quand on analyse, c'est assez amusant d'ailleurs, quand Nora analyse les différentes éditions des œuvres de Lavis, il montre que Lavis, qui avait quand même commencé comme précepteur du prince impérial, de Napoléon III, et il a accompagné la République opportuniste, il a accompagné la République radicale, et on voit bien que son histoire de France est peu à peu modulée, différemment, réorientée. C'est un grand génie politique, Lavis. Et donc, j'ai cette difficulté à dire qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants sur Richelieu. Vous voyez, Richelieu a fait la France, l'État, etc. C'est très, très compliqué parce que il y a quand même, dans l'histoire qu'on enseigne aux enfants, il y a une part de simplification, d'exaltation qui est, je crois, un peu inévitable. David Riffe. Oui, inévitable si c'est toujours possible. Et c'est à ce point que moi je me doute. Et la globalisation, on parle trop de la globalisation, mais quand même, je crois que maintenant, avec, disons, des identités multiples, c'est assez difficile d'établir une version exaltante ou simplement plutôt positive que négative pour être beaucoup plus modeste. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et vous avez bien raison, mais comment le faire? Le travail des historiens, enfin de bons historiens, bien sûr, il y a toutes sortes d'historiens, et on a des historiens nazis, on a tout, on a des gens qui ont eu un talent, mais leurs idées furent, pour en dire le moins difficiles. Je pense des historiens allemands de la fin du 19e siècle, avec le racisme scientifique, entre guillemets, tout ça. Mais quand même, maintenant, où toutes nos sociétés sont hétérogènes et vont devenir encore plus hétérogènes, le monde comme les États-Unis de maintenant, et il n'y a pas de société homogène, à part quelques pays très, très pauvres. Pour le reste, parce qu'on parle bien sûr de la migration sud-nord, mais il y a aussi la migration sud-sud, très importante dans notre époque. Moi, je passe beaucoup de temps en Afrique du Sud, par exemple. Et au centre de Johannesburg, on entend plutôt le français que l'anglais ou zoulou ou afrikaans, parce qu'il y a tellement de réfugiés de la RDC. Oui, exactement. Mais comment établir ce roman national, comme vous dites à juste titre? On pourrait parler de récit, ça serait déjà un progrès. Oui, c'est déjà, absolument, je suis d'accord avec vous, un récit serait un progrès énorme. Mais quand même,
là, vous savez, le passé me paraît une sorte de un champ de mine, moralement et idéologiquement, dans le contexte de nos sociétés hétérogènes. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas aussi convaincu par l'idée que la mémoire collective soit nécessairement quelque chose de... Vous êtes d'accord avec Valérie? Oui, plutôt. François Bujon de l'Étang. Je voudrais entendre de vous un dernier mot sur la manie, une des manies contemporaines, il y en a beaucoup, mais la manie de la célébration. Nous adorons célébrer, commémorer. Il n'y a pas de conseil, enfin je me tourne vers vous, madame, il n'y a pas de conseil de rédaction d'une revue qui ne passe tout de suite en revue les célébrations à venir dans les mois qui viennent pour savoir comment caler le contenu d'un numéro. C'est une véritable maladie. Et elle est encouragée souvent par les pouvoirs publics. L'affaire de Charles Maurras, ces dernières semaines, nous a montré qu'il existait un annuaire, qui est un annuaire officiel des célébrations nationales. Dans lequel... Commémoration. Oui, ça c'est d'abord avec la célébration. Ça s'appelait célébration. Maurice Druon a créé cette commission chargée de décider qui serait, puis ensuite Jean-Noël Jeannet, quand il l'a présidé, a fait passer l'intitulé de célébration à commémoration. Voilà, donc il y a évidemment un encouragement puissant. Il y a d'autres pays ou d'autres provinces ou d'autres endroits où c'est tout à fait encouragé. Vous connaissez bien le Canada, vous regardez les plaques minéralogiques des voitures, vous voyez l'Ontario, keep it beautiful, c'est tout à fait neutre et c'est irréprochable. Tandis qu'au Québec, c'est je me souviens. Ouais. Et je me souviens, c'est à la fois la nostalgie de quelque chose de rêvé, d'enfui, c'est quelque chose, c'est une notion de ressentiment. Je me souviens, je n'oublierai pas ce que tu m'as fait. C'est un avertissement aux Anglais. C'est évidemment une menace implicite. Ouais. C'est très très clair. Donc, oui, c'est la version québécoise de Tawar ta gueule. Vous connaissez la phrase de François Mauriac, qui était toujours je pardonne les offenses, mais je me rappelle les dates. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, alors, la commémoration. David Louis, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Bon, je crois que, à nouveau, ça dépend du contexte. Je me souviens, par exemple, si on pense à cette phrase, à une histoire au Canada, au Québec, plutôt compliquée. Ça commence avec la Confédération et pendant, disons, avant que nous avons commencé à discuter, vous avez évoqué, je crois, De Gaulle au Québec et la réaction d'Ottawa du Premier ministre de l'époque, Lester Pearson. Mais moi, je crois que, bon, à l'époque, je me souviens, fut un slogan pour une guerre, à l'époque du FLQ et tout ça. Tandis que maintenant, avec, disons, la chute du bloc, là-bas, bon, c'est plutôt touristique, c'est mon calme, mais c'est pas le terrorisme des années 70 que Trudeau a réprimé. Pour moi, tout ce débat doit inclure la nature très différente de nos sociétés. Quand il y a un consensus démocratique, moi je serais d'accord avec l'idée que peut-être les mémoires, c'est pas si mal que ça que les mémoires contradictoires existent dans le même contexte et c'est pas dangereux pour une société. Tandis que dans les sociétés où il y a vraiment pas de démocratie et surtout pas de consensus, là, je ne sais pas si le récit national, vous avez bien fait de me corriger sur le mot roman, le récit national peut servir comme arme de guerre. Est-ce abus de la mémoire, comme le prenait Todorov, ou est-ce dans la nature de la mémoire que disons, ça existe à vitesse variable?
Je me demande, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, peut-être je pose cette question trop tard, enfin je ne la pose pas puisque je ne vous laisserai pas le temps d'y répondre, mais je m'interroge à haute voix sur le rapport entre mémoire et histoire. Quand j'ai été membre du jury du concours d'entrée à l'ENA, j'avais été frappé par la méconnaissance de l'histoire des candidats, mais plus encore par leur peu d'intérêt, pour ne pas dire pour leur mépris pour l'histoire. Et la fragilité de l'histoire me paraît encore renforcée par le fait que l'histoire est un récit documenté, qui peut être amené à changer selon d'ailleurs que des documents nouveaux apparaissent, mais c'est un récit documenté. S'il n'est pas documenté, ça n'est pas de l'histoire. Et à l'heure des réseaux sociaux, le souci de la documentation est faible, nous dirons, plutôt s'affaiblit, me semble-t-il, beaucoup dans une importante partie de la population. Et j'ai aussi l'impression qu'au fond, plus l'invocation au devoir de mémoire et à son obligation augmente, plus la connaissance de l'histoire diminue, si je puis dire. Et puis je voudrais terminer, ça vous amusera sans doute, à propos de la mémoire collective, sur une anecdote, mais j'ai longtemps, beaucoup et fréquemment fréquenté une maison en Italie, à Sienne, à quelques kilomètres de Sienne, dont le couple de gardiens était des Toscans siennois extrêmement patriotes. Lui était même le président d'une des contrades du Palio de Sienne. Et elle, qui était prénommé Osiride, parce que son père, quand sa mère était enceinte, son père était persuadé qu'il aurait un fils, et comme il avait vu un film muet qui se passait dans l'Égypte ancienne, il avait décidé que son fils s'appellerait Osiris. Mais la fille avait donc échangé. Ça, c'est assez toscan, le côté je change pas d'avis. Et elle avait beaucoup plus de curiosité que son mari. Son mari était un homme extrêmement efficace, mais peu curieux intellectuellement. Elle, oui, quand elle me voyait lire quelque chose, elle me demandait ce que c'était. Et un jour, j'étais avec une amie dans cette maison, et cette amie me dit qu'elle irait volontiers à Florence. Donc je dis très bien, allons à Florence, et je préviens la gardienne que nous allons partir à Florence, et elle me demande si je peux l'y emmener. Je dis oui, bien sûr. Elle me dit, mais n'en parlez pas à mon mari. Bon, je dis très bien, elle avait un âge largement canonique, une jolie paire de moustaches, donc je me doutais qu'elle n'allait pas rencontrer un amant à Florence. Mais donc nous partons pour Florence. Sur le parking, nous nous donnons rendez-vous plus tard dans l'après-midi. Je passe la journée avec mon ami à Florence. À 5h, nous retrouvons Osiride. Nous repartons pour Sienne. Elle ne dit rien. Et quand je reviens quelques mois plus tard, je lui dis, alors finalement, Florence, c'était comment? Et elle me dit, mica mal, et pas mal, c'était. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il fallait pas que j'en parle à votre mari? Et elle me regarde et me dit, mais ils ont jeté des cadavres d'ânes par-dessus les remparts. C'était en 1308. Voilà pour ce qui est de la persistance de la mémoire. C'est le problème d'Enrico Letta par rapport à Renzi, c'était le Pisan face aux Florentins. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que sur notre site www.lenouvelespritpublic-sans-séparation.fr, vous trouvez à la fois les références de cette émission et aussi tous les éléments qui vous permettent de nous aider et de nous soutenir, ce que vous faites et ce que j'espère vous continuerez à faire, tout en convainquant autour de vous le plus grand nombre de gens possible de le faire également. Merci beaucoup et à dimanche prochain.